Bonjour à toutes et tous, bonne santé comme on dit à l'habitude, même si le coronavirus semble un peu, l'épidémie semble un peu décroître. Donc je m'appelle, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Claude Benoît, je suis directeur du club et au nom du président et de toute l'équipe, nous sommes heureux, très heureux de vous retrouver nombreux, vous retrouver très nombreux, puisque nous sommes toujours entre 40 et 60 et aujourd'hui nous avons d'inscrits 55 personnes, chefs d'entreprise, étudiants, etc. Donc, bienvenue au 7e webinaire, donc 7e petit déjeuner. On espère qu'un jour, on n'aura plus du virtuel, mais qu'on pourra manger des croissants et boire du café en réel. Mais pour l'instant, on pense que c'est la meilleure solution pour créer et pour continuer à avoir du lien entre nous. Et donc, tous les jeudis, vous le savez, tous les jeudis de 11h à 12h, nous faisons venir des experts, des pros pour eh bien, vous traiter un thème qui nous semble important. Donc, nous avons eu successivement la e-réputation, l'incroyable percée technologique de la Chine, comment valoriser sa marque employeur, l'écoute client, leadership de soi et leadership à distance, l'esprit dojo. Et toutes ces interventions sont disponibles en vidéo sur notre site. Donc, si un thème vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre notre site pour re-regarder ou regarder ces interventions. Aujourd'hui, nous avons un expert, Emmanuel Mathias, qui va nous parler de réussir vos soutenances en distanciel, c'est-à-dire que c'est un mot à la mode, mais très d'actualité. Et donc, avant, comme d'habitude, une petite digression sur les livres que l'on lit pour vous et qu'on pense qu'il serait intéressant. Vous allez aussi sur notre site pour voir l'ensemble des livres. Je vous simplement vous en donne deux ou trois. Un qui s'appelle Le guide de l'innovation frugale. Alors actuellement, tout le monde, j'écoutais le PDG de SEB qui parlait que l'entreprise allait être frugale, hein, gestion frugale. Donc l'idée de guide de l'innovation frugale, c'est créer ensemble un monde meilleur avec peu de ressources. Et c'est possible. Et donc, à partir de consommation collaborative, l'économie circulaire, etc. Donc, ce guide contient plus de 100 bonnes pratiques et 50 cas d'aspirants d'entreprises pionnières. Donc, c'est le concept d'innovation frugale n'est plus un slogan simplement, mais un impératif d'après les auteurs, un impératif stratégique pour toutes les entreprises. Donc, à lire. Mon commercial est mort, vive le social seller. Donc l'idée, là encore, c'est l'émergence des réseaux sociaux. Et cette émergence fait que ce droit universel à s'exprimer par écrit et par vidéo, eh bien, c'est quelque chose qui améliore l'acte de vendre. Comment le transformer en discipline qui améliore l'acte de vente. Donc, ce n'est pas une mode, mais le futur de tous les commerciaux à lire. Lève-toi et vends. Donc, c'est un livre aussi qui a un coup de cœur du prix DCF IDRAC, un livre de la fonction commerciale qui montre que le métier, le secteur, la position, le statut, ce qui permet de casser le plafond de verre, c'est la capacité à vendre. Et puis, il y a des illustrations, je dirais, humoristiques du dessinateur Fleck qui agrémentent la lecture. Le dernier livre aussi dont je voulais vous parler, même s'il y en a beaucoup plus sur le site, hein, c'est La négociation émotionnelle, livre qui, paraît-il, feront basculer vos négociations. J'avais lu un livre dans le temps qui s'appelait L'intelligence émotionnelle, qui était aussi intéressant et qui donc fait appel à des sens un peu différents pour découvrir un univers inexploré. Et c'est écrit sous la forme de story learning, donc relativement intéressant et facile à lire. Même si les mots sont parfois un peu difficiles, vous découvrirez des mots que je n'avais jamais vus avant. Mais bon. Donc, on revient à notre propos et présentation de notre expert d'aujourd'hui, Emmanuel Mathias. Donc, nous remercions bien sûr beaucoup, malgré son emploi du temps très chargé, d'avoir réussi à nous consacrer cette heure. Et vous savez tous que depuis le confinement, même pour ceux qui sont des geeks comme moi, pas des geeks, eh bien, on a appris à utiliser les outils de travail à distance et qu'on voit que des entreprises comme Peugeot, PSA indiquent que maintenant le travail, la norme sera travail à distance. Alors, je ne sais pas si c'est la panacée, mais en tout cas, ce qui veut bien dire que dans ces périodes ces périodes qui vont suivre, qui ne seront plus les mêmes, la négociation à distance, la vente à distance, la communication en mode distanciel va devenir est importante.
Et donc, il est important que quelqu'un qu'on ne fasse pas d'erreur ou d'erreur dans la vente. Et donc, comment réussir ces soutenances distancielles qui peut intéresser aussi les étudiants, bien évidemment, mais les professionnels, pour présenter, voire effectivement vendre les projets. Et donc, Emmanuel Mathias, qui est un pro, qui va nous faire partager son expérience, des astuces aussi pour réussir son intervention. Et donc, Emmanuel Mathias est créateur d'entreprise et business développeur aguerri. Il a travaillé pour des entreprises françaises et américaines telles que Fnac, Apple, Orange et Salesforce. On en parlait il y a quelques instants. 27 milliards de chiffre d'affaires, 40 000 salariés qui ont été euh, aussi en télétravail pendant cette période. Donc, il est chargé d'affaires. Et puis, durant 7 ans, il a été official speaker pour Apple, et il intervient également dans certains incubateurs, notamment à l'EM Lyon, Alkina, pour former la prise de parole et au pitch. Alors, il ne dit pas bricoleur, mais il a quand même construit sa maison en bois dans l'Ardèche, qui est, pour moi, je suis issu aussi de l'Ardèche, donc ça me fait plaisir que même des Lyonnais consacrent un peu de temps à l'Ardèche. Bien, en tout cas, je vous souhaite une très bonne écoute parce que c'est Emmanuel Mathias, pour avoir conversé avec lui, est dynamique et nous montrera et nous intéressera finalement à comment mieux construire et comment réussir nos soutenances en distanciel. Emmanuel, à toi et merci encore d'intervenir pour nous. Merci beaucoup Claude pour cette introduction pleine de dynamisme aussi. Et puis justement, c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est bien les problématiques que tu indiques concernant le fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé avec la période du Covid. Voilà, donc comme l'a très bien dit Claude, c'est un peu compliqué de pouvoir faire des présentations à distance. Et dans mon métier, puisque je travaille dans le commerce, ça a beaucoup changé et ça a changé pas mal de choses sur la façon de présenter et d'argumenter. Parce que, exactement comme le disait Claude dans sa revue de livre, et notamment sur tout ce qui est autour de ce qu'on sent en tant qu'être humain par rapport à ce qui se passe dans une audience et ce qui se passe dans une salle, et ben là, on est complètement coupé des réactions de l'audience et on est coupé de tout ce qui pourrait nous servir à savoir si on est en train d'endormir l'audience ou on est en train, au contraire, d'avancer avec elle dans le bon sens. Alors, là, je vous montre un exemple de ce que je faisais chez Apple, qui était exactement l'inverse de ce que je fais aujourd'hui, puisque aujourd'hui, je travaille à distance et je fais des présentations à distance. Mais en gros, on avait sur ce genre d'audience qui était aux alentours de entre 800 et 1000 personnes, sur des salons comme Apple Expo que les plus vieux d'entre nous ont connu, des présentations qui duraient 20 minutes et qui nous permettaient de présenter un peu à la façon américaine les nouveaux produits ou les nouvelles technologies. On s'appuyait énormément sur l'audience, sur le fait de chercher des regards, de chercher des appuis et de distribuer un peu de l'attention à la totalité de l'audience. Alors, je le fais encore aujourd'hui pour Salesforce, sauf que ça a beaucoup changé, puisqu'on est passé de présentations où on voit du monde, on peut interagir avec elle, faire de l'humour, et puis mesurer la qualité de l'audience, à une situation où, comme aujourd'hui, je suis tout seul dans un bureau, en train de parler devant un écran, à une caméra, à une audience que je ne vois pas, que je n'entends pas, et ça, c'est pas forcément simple comme changement. Et pour autant, je vais vous donner quelques trucs qui vont vous permettre de pouvoir réussir vos soutenances à distance. Alors déjà, je disais que c'était pas simple, mais là c'est encore plus compliqué parce que en plus on n'est pas tous des orateurs nés. C'est-à-dire que croyez-le ou non, mais la première fois que je suis monté sur scène, c'est avec un coup de pied aux fesses parce que c'était facile devant la salle vide et c'était très compliqué devant la salle pleine. Donc il faut déjà savoir quel type d'orateur on est et quelle qualité on a, parce qu'on peut être très bon quand on est en one-to-one, comme on dit en anglais, en discussion avec une seule personne, ou en discussion avec 5-6 personnes, et puis très mauvais quand on est en phase de 10, puis pourquoi pas excellent quand on est en phase de 1000. Mais tout ça, on ne peut pas le savoir, il faut le tester. Et le gros problème qu'on a là, c'est que en fait, tout ce qui nous permet de le tester, tout ce qui nous permet d'avoir cette notion de retour, on ne l'a pas, parce qu'on n'est pas présent. Vous me voyez un peu comme un homme-tronc, et vous ne voyez pas, mais je suis en short, comme la plupart des gens qui font du télétravail quand il fait chaud.
Voilà, j'ai pas une posture, je suis pas debout, vous assis et moi en train de montrer des trucs super intéressants devant un écran. J'ai pas vos réactions. Je ne sais pas si vous avez souri quand au départ on n'a pas réussi à mettre la vidéo alors qu'on parle justement de ce genre de sujet. Et puis bah, tout ça est loin d'être naturel, hein. On va pas se le cacher et il faut surtout pas se le cacher. Une des choses, c'est de pouvoir, un peu comme je le fais, de dédramatiser et de partager parce que bah, on est tous dans le même cas et que la problématique c'est que on a tous à un moment ou à un autre besoin d'intervenir face à un groupe et que donc on a tous connu ça et qu'il faut s'appuyer sur cette empathie et sur le souvenir que les autres ont de la situation dans laquelle vous êtes pour permettre d'aligner un petit peu les audiences avec l'orateur. Et puis on a appris un truc simple, c'est que c'est pas prêt de s'arrêter. L'entreprise pour laquelle je travaille, qui est Salesforce, a décidé de fermer tous ses bureaux jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc, je ne peux pas dire que la reprise est pour demain. Ça veut dire plus interagir avec les collègues, plus interagir avec, directement physiquement avec les collègues et avec les gens des équipes avec lesquelles on peut travailler. Et puis, on a interdiction de se rendre chez les clients. Donc, voilà. Et pour autant, mes objectifs commerciaux qui représentent 50% de mon salaire n'ont ni diminué, ni ont été particulièrement amendés à la vue de la situation. J'ai toujours, une fois par semaine, un call de forecast pour savoir où en sont mes deals. Et puis à côté de ça, eh ben, on utilise un outil qui est Zoom, qui a vu, alors je sais pas pour vous, moi je suis un peu geek, mais Zoom c'est une petite boîte que je regardais dans un coin parce que mon grand patron Marc Benioff avait mis des sous dedans il y a un an et demi, mais c'était un énième acteur de la visioconférence qui était un petit parmi tous les mastodontes de Google avec les Google Apps et Meet, Microsoft avec toutes ces technos et Teams, etc. Pour autant, c'est eux qui ont eu la plus forte croissance et c'est eux qui ont eu la plus grosse explosion d'utilisateurs parce que bah, c'est les plus simples à utiliser et qu'à un moment où on devait apprendre à utiliser des outils de visioconférence, c'est eux qui en ont tiré le meilleur parti. Google et Microsoft ont d'ailleurs réagi en donnant des solutions gratuites à qui les veut pour permettre de un peu endiguer le phénomène. Mais en gros, on est parti pour les 6 mois, les 8 mois, les je ne sais combien de temps, à travailler à distance et à devoir vendre, que ce soit un projet ou une réussite d'examen ou une soutenance pour obtenir un marché, ben on va être obligé de le faire à distance. Donc, on a un acte de vente qui est complètement bousculé. On n'a plus du tout la même façon d'interagir. Et puis, on a en face de nous des clients et des gens qui n'ont plus du tout les mêmes priorités et qui n'ont plus du tout le même niveau d'engagement. Vous pouvez très bien, comme ça arrive régulièrement, tomber sur une entreprise qui, je vais vous raconter une histoire rapidement, mais j'ai une entreprise dans mes clients qui vend du mobilier de jardin. Bon, sa plus grosse saison, c'est maintenant. C'est le moment où, en fait, elle vend dans les Leroy Merlin et dans toutes les enseignes de distribution ses produits. Donc, ses priorités, c'est pas d'acheter le nouveau cloud qui va lui permettre de gérer son service client. Ses priorités, c'est de comprendre comment ils vont se mettre à vendre leurs produits pour éviter de faire zéro de chiffre d'affaires et de mettre la boîte en péril. Si on ne comprend pas ça au départ, on ne peut pas comprendre quel est le niveau d'engagement du client. Donc, il faut vraiment faire un travail préalable qui est un travail sur l'empathie. Alors, ça rapporte rien de prime abord, mais en tout cas, il y a beaucoup de signaux qui font qu'on a besoin d'abord de comprendre la situation dans laquelle est l'audience et avec laquelle on veut travailler, mais de le comprendre vraiment très fort. C'est-à-dire passer 1 heure au téléphone avec le patron de l'entrepôt de l'entreprise bah, pour comprendre qu'en fait, il bosse de chez lui, qu'il n'y a personne dans l'entreprise, qu'il galère à mettre les gars en chômage technique, etc. Donc, ce n'est pas le moment de lui parler de ce que la solution va changer dans sa vie. Parce qu'en l'état, elle ne va rien changer. Et en l'état, il n'a pas un neurone de disponible pour entendre ce que j'ai à lui dire. Et en plus, je passerai pour le vendeur d'aspirateurs des années 50 qui met le pied dans la porte et qui est la caricature même du commercial. Donc, il faut vraiment descendre sur un niveau qui est tout simple. On prend des nouvelles de ses parents, on prend des nouvelles de ses grands-parents. Et ben moi, j'ai passé 1 mois et demi à prendre des nouvelles de mes clients avec rien à leur vendre. Et le besoin
et l'envie de ne rien avoir à leur vendre. Parce que, en fonction de l'endroit où ils en sont, ils n'ont pas le temps de vous écouter et surtout, ils ont autre chose à penser. Et c'est déjà un très fort signal qu'ils vous prennent au téléphone ou qu'ils acceptent de faire une réunion téléphonique avec vous. Donc, si vous êtes en phase de soutenance parce qu'il y a une date de marché, il faut d'abord se préparer. Et il y a quelques éléments que je vous ai mis dans les slides qui disent Covid ou pas, parce qu'en fait, c'est des bonnes pratiques qu'il ne faut pas oublier. Là, on va être obligé de se les rappeler de manière un peu artificielle, mais c'est des bonnes pratiques qu'il ne va pas falloir oublier de garder en tête et d'appliquer. D'abord, une question bête, est-ce que vous savez où est le micro de votre ordinateur? Certains sont sous le clavier, donc on entend très très bien quand les gens tapent, ce qui est fortement désagréable. Certains sont sur le côté de l'ordinateur, ou certains sont à côté de la caméra. Mais en gros, ça change énormément la façon dont vous allez être entendu par votre audience. Si par mégarde, je pose un calepin, mon téléphone, ma souris le long de mon ordinateur et que j'obture le micro, forcément, ça ne va pas être pratique et vous allez rendre les choses compliquées pour votre audience parce qu'ils ne vont pas vous entendre correctement. Donc, ou vous mettez un casque, ou vous testez avant. Et normalement, vous pouvez le faire parce qu'il y a toute une palette maintenant d'outils modernes que vous pouvez utiliser. Alors, je dis oui, je sais, parce que j'ai des clients et pas mal d'entreprises qui n'ont pas misé sur l'aspect collaboratif des outils et qui se sont retrouvés à avoir, un peu comme à l'époque où des directeurs informatiques voyaient des gens débarquer avec leur tablette ou avec leur téléphone mobile et pas celui de l'entreprise, parce que c'était plus simple pour eux de travailler avec ça qu'avec les outils qu'on leur mettait à disposition, et ben, vous n'avez pas forcément la liberté de choix des outils qu'on vous met à disposition. Donc, il y a un lobbying sympa à faire au niveau du management des outils informatiques pour faire en sorte que vous ayez des outils qui vous permettent de travailler de manière collaborative et surtout de pouvoir interagir avec les clients parce qu'il y a une vraie notion de résultat. Et puis, il y a des notions de confidentialité. Vous savez qu'en début d'année, en début de Covid, Zoom a été accusé de revendre des données à Facebook, en tout cas d'avoir des problèmes de sécurité et ça a failli notablement les écarter de la croissance qu'ils étaient en train de connaître. Donc, il y a des impératifs liés aux entreprises sur la sécurité. Il faut le savoir et il faut utiliser les outils qui vous semblent le plus adéquats pour ça. Mais le plus moderne possible parce que c'est important que vous puissiez poser des questions, interagir et avoir le maximum de souplesse dans votre présentation. Alors, ça, c'est un aspect que normalement tout bon commercial ou toute bonne personne qui doit passer devant une audience doit faire. Doit d'abord qualifier à qui il parle. Mais quand je dis qualifier, c'est aller loin. Quand je fais une préparation de soutenance, je ne demande pas seulement qui est dans la salle. Je demande qui est dans la salle, je demande leur nom, je vais voir sur LinkedIn, je vais les chercher sur Google, j'essaie d'en savoir le plus possible parce qu'au moment où je vais parler finance, il faut que je puisse regarder droit dans les yeux le gars qui s'occupe de la finance et quand je vais parler de tel sujet, il faut que je puisse poser mes yeux sur la personne qui s'occupe de ça. Bon. Là, c'est un peu plus compliqué parce que on va se retrouver devant une audience qui sera un peu éclatée. Donc, c'est encore plus important d'obtenir énormément de contexte et de qualifier au maximum la façon dont ça va se passer. Et le fait qu'on soit dans une situation de Covid et qu'on ait cette obligation de comprendre comment ça va se passer, c'est un bon signal parce que vous allez pouvoir vous appuyer sur quelqu'un de l'entreprise qui va vous donner, parce que vous le demandez naturellement, un maximum d'informations qu'il ne vous aurait pas forcément donné dans le cas normal. Vous auriez été convoqué à une heure précise, à un endroit précis, vous arrivez, vous connectez et vous faites votre présentation et on fait un pseudo tour de table qui ne va pas forcément éclairer complètement la situation. Alors, je caricature un peu, mais c'est quand même très souvent ça qui se passe quand on est en phase de soutenance. Là, il faut vraiment prendre le temps d'obtenir le maximum de contexte. Est-ce que les gens vont être à distance? Est-ce qu'ils vont être dans une salle en respectant des distances dans l'entreprise? Est-ce qu'il y aura un seul écran? Est-ce qu'il y en aura plusieurs? Etc., etc. Quel outil on va utiliser? Et ainsi de suite. C'est vraiment très, très important parce que ça va vraiment vous permettre de pouvoir maximiser et de pouvoir comprendre dans quel environnement vous êtes. Et évidemment, il faut faire des tests avec le client. On en a fait un ce matin avec Alizé. Je me suis reconnecté tout à l'heure. Tout était absolument normal avec Claude, avec Richard et avec
réalisé. Et 2 minutes avant de commencer, boum, j'ai un réseau, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis shooté, ou alors j'ai dit un truc qui ne plaisait pas à Claude, je sais pas. J'ai été shooté de la réunion Zoom. Bon, et typiquement, quand vous avez une présentation à faire devant une audience et que 2 minutes avant, vous n'êtes pas forcément très confortable, même quand c'est dans une salle, vous avez potentiellement un peu de transpiration qui commence à se faire sentir sous les aisselles et derrière la nuque, et c'est pas forcément agréable. Et c'est pas ça qui va vous mettre dans des conditions idéales pour pouvoir faire une présentation. Alors imaginez en plus quand vous êtes à distance. Donc il faut vraiment faire des tests et il faut vraiment, vraiment, vraiment passer du temps là-dessus. C'est encore un moyen d'obtenir de la complicité et de l'intimité avec le gars de l'autre côté, qui va être potentiellement le porteur de projet ou potentiellement quelqu'un de l'équipe qui va décider. Et ça va vous permettre de créer du lien. Et on en a bien besoin parce que, encore une fois, le lien, on l'a assez peu physiquement avec les gens dans la situation dans laquelle on est. Après, il y a préparer ses slides. Alors oui, une présentation à distance n'est pas une présentation normale. Il va falloir penser à quelques détails et à quelques petites choses pour faire les bons slides et pouvoir répondre correctement à l'audience. Donc, il y a une notion de qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on ne met pas dedans. Alors, je vous ai fait quelques slides pour vous donner un peu le ton. Il y a déjà 2 choses. La première, c'est plus la vente est complexe, plus le parcours doit être lisible. Vous avez une audience qui va être sollicitée par plein de choses, vous ne la voyez pas, vous ne savez pas ce qu'elle fait. Donc, il faut absolument faire en sorte que, même s'ils ont un SMS, un mail super urgent, un coup de fil à prendre et ils sortent de la salle, et comme vous n'êtes pas avec eux, il suffit qu'ils bloquent la caméra, qu'ils bloquent le micro et qu'ils prennent le coup de fil et ils vous ont quitté et vous ne l'avez pas vu. Donc, il faut vraiment que c'est comme un blockbuster américain. Même si vous ratez 3 minutes, en gros, vous savez qui est le méchant, qui est le gentil et comment ça va se terminer à peu près. Voilà. Et après, on vous donne des détails et c'est ça qui fait les péripéties. Mais il faut vraiment que plus la vente paraît complexe, plus le cycle de vente est complexe, plus le parcours doit être lisible. Et ce n'est pas un vœu pieux que je vous donne là. Quand on fait des projets avec des boîtes comme Babola qui engagent la société sur 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, sur des outils de vente en ligne qui vont être déployés au niveau mondial, c'est pour eux un investissement qui est plus que notable et c'est pour eux une vente hyper complexe de comprendre s'ils n'ont rien oublié et de comprendre si nous on répond bien à toutes leurs problématiques. Mais en tout cas, ça reste clair et ça reste une règle, c'est que plus la vente est complexe, plus le parcours doit être lisible. Et ça, c'est le gros travail de préparation que vous devez faire. Parce que, c'est ce que je vous disais juste avant, il y a énormément de sollicitations externes et vous n'avez pas de signaux d'attention. Donc, il va falloir faire en sorte de permettre que les gens puissent suivre, quel que soit leur niveau d'attention. Et parfois, c'est du pointillé. Et peut-être que je suis en train de parler et qu'il y a quelqu'un qui est en train de prendre un coup de fil, qui est en train en même temps de regarder ses mails ou potentiellement, oui, vous là-bas, je vous ai vu, ou potentiellement d'être sollicité par le fait que c'est bientôt midi et qu'il va falloir penser à préparer le repas. Voilà. Alors, on a des débats assez importants au sein de toutes les entreprises, mais moi je suis partisan, c'est pas parce que j'ai des lunettes, mais je suis partisan du écrivez gros. Écrire gros, c'est super important parce que vous ne savez pas, et peut-être que c'est le cas sur votre écran, peut-être que ma présentation, elle ne passe pas en plein écran sur tous les écrans. Elle passe en vignette à un endroit et que vous voyez tous les autres participants. Peut-être qu'elle prend un tiers de l'écran. Peut-être qu'elle est sur un vidéoprojecteur qui est diffusé dans une salle qui est très grande. Donc, de l'importance de qualifier et de l'importance de toujours garder en tête d'écrire gros. Alors, là, j'ai écrit très gros. Vous pouvez vous dire, oui, c'est gros. Bon, ok. C'est 65 points pour l'endroit où il y a écrit 30 points. Vous savez tous regarder le nombre de points sur vos slides pour savoir quelle est la taille de la police que vous utilisez. Eh ben, sachez que là où c'est écrit en 30 points, c'est l'endroit où il y a écrit oui, virgule, gros, point. Ça, c'est écrit en 30 points. Donc ça n'est pas gros. Okay, c'est quelque chose qui prend à quelques pourcents de la page que vous êtes en train de voir. Donc, dites-vous que 30 points, ce n'est pas si gros que ça et que ça peut permettre déjà d'attirer l'attention. Mais en gros, moi, j'utilise des polices et des tailles assez imposantes parce que ça permet aussi de maîtriser d'autres choses qui permettent de donner de l'attention, de faire un peu un teaser sur le sujet du slide et puis après, on est obligé d'écouter l'orateur pour permettre d'avoir l'explication. Et c'est un peu comme ça que mes slides sont conçus.
Alors, le prochain slide, j'ai mis un message pour prévenir parce que le prochain slide va piquer un peu fort. Mais j'ai vu ça chez des gens très bien, sur des soutenances très complexes et sur des deals très très gros. Par pitié, et je le dis du fond du cœur, par pitié, n'utilisez pas d'animation. Jamais. Sur des slides à distance, ça ne sert à rien parce que vous ne pouvez pas savoir ce que les gens voient. Donc, n'utilisez pas d'animation. Alors, je sais qu'à une époque, il y avait des spécialistes de PowerPoint avec des animations, des petites musiques, des machins, des trucs qui arrivaient dans tous les coins qui permettaient de distraire l'attention. Et le mot distraire est employé à dessein. Distraire, ça veut dire en gros de regarder ailleurs. Ça veut dire que mes slides ne sont pas suffisamment intéressants et que donc je dois rajouter des petites blagues dans les coins pour permettre de maintenir l'attention de mon auditoire. Déjà, ça, c'est une mauvaise idée. Mais là, en plus, on est dans une situation où je ne sais pas mesurer ce que vous voyez à Grenoble et ce que mon client potentiellement pourrait voir à Aix-en-Provence. Donc, évitez de vous rajouter des problèmes et ne mettez pas d'animation ou n'utilisez pas de slides trop lourds. Après, il y a une question de timing. Ça, ça a été un gros sujet parce que chez Salesforce, on n'a pas l'intention de s'arrêter de vendre des produits. On est très empathique, mais on n'a pas du tout l'intention d'arrêter de vendre des produits à nos clients. Par contre, il a fallu qu'on réfléchisse à la façon de procéder. Et au début du Covid, on a trouvé que c'était une bonne idée de faire une soutenance de 2h30. Ce n'est pas une bonne idée. Voilà. Je vous le dis tout net, c'est absolument pas une bonne idée. Il a fallu qu'on refasse en gros toute la soutenance par saucissonnage et on a discuté avec des collègues, on a même fait un groupe de travail sur comment faire des bonnes soutenances dans le contexte Covid pour l'interne de la société et en gros on est arrivé à la conclusion que idéalement c'est 40 minutes, c'est la durée d'une session Zoom gratuite, donc ça vous donne une indication. Idéalement c'est 40 minutes et au maximum, c'est 1h30. Et on se dit, au départ, avec le client, on se donne 2 heures, mais en fait, il faut se dire que vous ne parlez qu'1h30, voire 1h15 grand maximum. Donc, moi, on m'a donné une demi-heure. Je vais tout faire pour parler 20 minutes. Voilà. Parce que ce qui s'entend bien s'énonce clairement et que donc, je vais en plus vous rendre un peu de temps potentiellement à la fin. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des choses à dire. Ça veut dire que je vais essayer de le faire dans un temps plus contenu. Donc, n'allez jamais vers les 2 heures, 2h30. Essayez de vous cantonner entre 1h et 1h30. Vous verrez que l'audience vous en remerciera. Et ça ne veut pas dire qu'on vous dit vous avez 2 heures. À ce moment-là, dites est-ce que ça vous dérange si on se dit qu'on prend 1h15 ou 1h30, grand maximum. Et faites-le valider à votre audience. Vous verrez qu'en général, ils vont être surpris, mais ils vont accepter. Et maintenant, il faut présenter. Alors, on y va. Alors, on va essayer de faire un truc simple, c'est déjà de faciliter la vie de l'audience. Alors, si on a fait tous les trucs avant, c'est-à-dire qu'on a fait la validation du contexte, qu'on a pris un peu la température de la façon dont ça allait se passer, qu'on a fait des slides qui sont sympas avec, si possible, des trucs écrits assez gros, et que déjà, on va commencer à faciliter la vie de l'audience. Et puis en plus, on va faire une chose simple, c'est en début de session, on va établir des règles très précises. On va se dire, est-ce que tout le monde se met en mute? Est-ce qu'on utilise l'outil pour poser les questions? Et je vous invite à poser les questions dans l'outil directement. Est-ce qu'on fait des interactions libres? Est-ce qu'on commence par un tour de table, etc. Ces choses-là, il faut les revalider avec l'audience au début pour acheter du consentement, pour faire en sorte que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et que tout le monde soit d'accord sur la façon dont on va procéder. Sinon, on s'achète des ennuis. Et c'est gratuit, les ennuis, mais c'est pénible, les ennuis. Donc, d'abord, au départ, quand vous dites bonjour, tout le monde a l'impression que ça n'a pas encore commencé. En fait, ça a commencé, vous êtes déjà dans un acte de vente, vous établissez des règles et vous demandez du consentement. C'est un peu ce qu'on apprend dans les écoles de commerce au départ, c'est de dire on se donne 1 heure, oui, les sujets c'est ça, est-ce qu'on valide ensemble l'agenda, etc. Là, il faut remonter d'un cran, il faut se dire on va parler un peu de l'outil, est-ce que tout le monde se met en mute ou pas, est-ce qu'on a des interactions liées, est-ce qu'on fait un tour de table et on se met d'accord sur un protocole. Ça, c'est déjà un premier acte de vente et un premier alignement de l'audience avec l'orateur. Ensuite, il faut se fixer des objectifs très clairs en disant quelle est la durée, quel est le sujet et ce qu'on va couvrir. Ça, c'est super important. Ça a l'air de rien, mais c'est super important. Aujourd'hui, je vais vous prendre 20 minutes pour vous parler de la façon dont on peut essayer d'améliorer ses chances quand on doit faire une soutenance et de réussir ses prises de parole en distanciel. Voilà. Ça, c'est l'objet. Et j'espère qu'à la fin, vous en retirez un certain nombre de bonnes pratiques et un certain nombre de petits trucs et astuces que vous pourrez réutiliser.
Après, il y a un problème, c'est qu'en général, quand on fait de la vente complexe, on est nombreux. Il y a 10 personnes du côté du client, avec le chef de projet, etc. Puis de l'autre côté, côté vendeur, on est à peu près aussi nombreux. Là, il faut fixer une règle en interne. C'est de se dire, d'abord, il n'y en a qu'un seul qui parle. Bon, si on est obligé, parce qu'il y a votre boss ou parce qu'il y a un gars qui doit faire une démo technique, etc., on va essayer de limiter le nombre d'orateurs. Donc 2 maximum, en tout cas jamais 3. Si vous êtes à 3, c'est que vous êtes trop nombreux ou qu'en tout cas, il y a un découpage de la prise de parole qui n'est pas forcément intéressant. Ce qu'on fait en général chez Salesforce, c'est qu'il y a beaucoup de monde autour de la table. C'est l'orateur qui fait le tour de table côté vendeur, en gros en disant présent aujourd'hui, il y a machin, il s'occupe de ça, bidule, il s'occupe de ça, bidule, il s'occupe de ça, bidule, il s'occupe de ça. Ils ont tous micro coupé, ils lèvent la main, ils font coucou, mais ils disent pas bonjour, parce que sinon on dit on ne sait pas si on a entendu, on ne sait pas si on se coupe la parole, etc. Donc c'est comme ça qu'on procède et c'est écrit. Et il n'y en a qu'un seul qui passe les slides. Ça, c'est super important. Si j'arrête la présentation et que je dis, tiens, Richard, je vais te passer, tu peux passer les 3 slides suivants, puis ensuite on revient à Jean-Pierre qui va passer les 4 d'après, c'est fini, vous avez perdu tout le monde, c'est comme si on faisait des coupures pub toutes les 20 secondes pendant une série qui en fait 40. Un épisode de série qui en fait 40, c'est pas possible. Donc il faut absolument garder une certaine montée en tension et une certaine fluidité dans la façon dont on va présenter. Et ça, il faut vraiment se le poser. C'est-à-dire que moi, j'ai des discussions avec mes patrons pour leur dire, je préfère que tu n'interviennes pas. Et le technicien, je préfère qu'il n'intervienne pas. Par contre, je vais dire que à la fin, quand on sera dans la partie questions-réponses, c'est les gens compétents qui répondront aux questions. C'est pas moi qui répondrai aux questions, à toutes les questions. Je peux répondre à certaines questions, mais c'est le reste des orateurs qui répondra aux questions. Et puis, il y a une notion qui est relativement simple et qui est importante, qui est le fait de bien s'assurer de respecter ses engagements. Si je dis on en a pour 1 heure et que à 50 minutes du début, je m'aperçois qu'il nous reste encore trop de slides et puis on est un peu trop loin, je m'arrête tout de suite et je dis, vu où on en est et vu ce qu'il nous reste à voir, est-ce qu'on s'autorise de finir à 1h15 ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ou est-ce qu'on saute une partie et on va directement au point? Et là, vous laissez du silence. Il faut que le silence s'installe. Et il faut absolument que vous ayez un engagement ferme de la part du client pour dire oui, vous pouvez y aller ou non, vous ne pouvez pas y aller. La soutenance qui consiste à dire j'arrive à la fin et j'ai pas fini. Non, mais attendez, j'ai pas fini, c'est trop tard. Il faut le faire en amont, 1/4 d'heure, 20 minutes avant. Et vous verrez qu'en général, quand vous demandez les 15 minutes, vous terminez autour de 7 minutes de dépassement parce que vous savez que vous devez aller un peu plus vite et vous allez à l'essentiel. Voilà. Donc ça, super important, respectez vos engagements ou achetez du consentement. Achetez du temps ou achetez ce que vous voulez, mais contre du consentement. Et il faut le faire de manière très formelle. Ensuite, il y a une autre chose qui peut vous aider par rapport à votre audience, c'est d'avoir 2 présentations. Alors, je sais, ça fait double de boulot, on n'est pas très content, déjà les présentations, c'est pénible, etc. Moi, en général, j'ai 2 présentations. J'ai la présentation que je vous fais, que je fais devant l'audience et que je délivre, et j'ai une présentation que j'envoie au client. Il y en a une qui est muette, il y a très peu de choses dessus, parce que c'est moi qui parle et c'est moi qui explique ce que la personne voit. Et donc, c'est moi qui maîtrise le discours. Ça vient d'une remarque très, très simple, c'est qu'en général, quand vous mettez beaucoup de choses sur un slide, et c'est valable, désolé messieurs, mais c'est très valable pour les hommes, ils vont ne pas écouter, parce qu'ils ne savent pas faire 2 choses à la fois, ils vont ne plus écouter ce qui est en train d'être dit et essayer de comprendre ce qu'il y a sur le slide. Donc, vous avez perdu votre audience avant même d'avoir commencé à parler. Donc, en général, ce que je fais, c'est ce que vous voyez sur mes slides. Je mets très, 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 très peu d'infos sur le slide. Et par contre, ça ne veut pas dire que ça ne prend pas du temps à faire. Et par contre, c'est moi qui vais venir expliquer comment ça se passe. A contrario, quand je vais envoyer ma présentation au board derrière pour leur dire voilà, c'est ce que vous avez vu, etc., ça ne va pas les aider à comprendre exactement tout ce qu'on s'était dit. Forcément, parce qu'il y a très peu de texte et il y a assez peu d'infos. Donc en général, je fais une présentation qui est ce qu'on appelle verbeuse, c'est-à-dire dans lequel je vais expliquer un certain nombre de points. Et là, je vous ai mis un exemple. En gros, j'ai un slide que vous voyez sur le grand écran bleu là, avec des trimestres et puis des montants. Et sur le slide que je vais envoyer, que j'ai représenté en vignette un peu plus bas,
j'ai mis un titre qui est à remarquer et puis je vais mettre les 2 points importants que je veux qu'ils retiennent sur le slide. Et il y a autre chose, c'est que en général, quand on va vous demander de descendre dans le détail, il faut avoir les slides de près. Il ne faut pas forcément les présenter dans la présentation, mais il faut les avoir si on doit descendre sur un point particulier. Donc en général, les présentations chez Salesforce, c'est un iceberg. Il y a 10%, c'est la présentation qu'on vous fait. Et puis, il y a 90%, c'est tout le travail de préparation qu'on a fait et tous les business cases et tous les tests et toutes les infos qu'on a réunies, elles sont dans des slides en dessous. Ce qui permet à un moment de pouvoir descendre dans la tuyauterie ce qu'on appelle backup slide et puis d'afficher le slide en disant, vous voyez là, on a remodélisé le tableau Excel que vous nous aviez donné avec vos ventes depuis telle date, etc. Et c'est pour ça qu'on est arrivé au chiffre de 86% ou de 50%. Mais au moins, j'ai le travail d'explication. Preuve est faite, boum, on passe à la suite. Mais c'est du boulot, il n'y a pas de débat, mais c'est aussi un des trucs qui peut vous permettre de réussir. Et puis, surtout, ça c'est le plus important, et s'il y a un truc à retenir aujourd'hui, c'est ça, c'est de bien finir, et ça veut dire de pouvoir bien commencer la suite. Parce que réussir une soutenance, c'est pas j'ai tenu 1 heure, c'est pas j'ai passé tous mes slides, c'est pas c'est cool, ça n'a pas planté, c'est est-ce qu'ils vont acheter ou pas. C'est ça le plus important. C'est comment je fais pour faire en sorte qu'il y ait une étape d'après, que je sois qualifié pour l'étape d'après. C'est ça, réussir sa soutenance. Et c'est ce qu'on va voir là. Alors déjà, il faut lister les points d'accord. À la fin d'une présentation, il faut être capable de lister tous les trucs sur lesquels on est d'accord et faire confirmer ce que vous voulez savoir. On est bien d'accord que la date de démarrage du projet, c'est telle date. On est bien d'accord que le mode opératoire de sélection, c'est tel truc. On est bien d'accord que la personne qui va signer, c'est machin, que le type de prestataire que vous allez sélectionner, il faut qu'il soit comme ci, comme ça, etc. Et c'est aussi leur faire valider que vous êtes, en gros, que vous cochez toutes les cases. Mais il faut leur faire confirmer ce que vous voulez savoir. Les trucs qui vous grattent, les trucs que vous ne savez pas, et on ne sait pas tout sur un deal, il faut poser la question et il faut faire en sorte de se saisir du moment où on arrive vers la fin pour lister les points d'accord. Et puis, il y a un truc qu'on aime bien faire, c'est donner les étapes. Et en général, on commence surtout par la fin. Alors, je vais juste vous expliquer ce que vous voyez. Vous voyez, aujourd'hui, fin mai, on est en soutenance. Donc là, c'est la date d'aujourd'hui. Je suis en train de vous faire ma soutenance. Et en octobre 2020, vous voulez lancer votre projet physiquement. Alors, c'est valable pour tout. Hein. Un client qui veut acheter une piscine, il veut que sa piscine elle soit live, remplie et baignable le 1er juillet. Va bien falloir qu'il signe un devis à un moment, qu'il rencontre des prestataires, qu'il fasse des travaux, etc. Et toute l'idée, c'est de mettre à l'écran toutes les étapes qui vont permettre d'arriver au résultat. Et là, il y a un effet super important. C'est qu'en général, le client qui veut acheter sa piscine, il se réveille maintenant parce que de toute façon, il ne peut pas faire visiter son jardin avant. Il se réveille maintenant, il veut voir tout le monde et il veut que sa piscine elle soit toujours baignable le 1er juillet. Mais le problème, c'est que, ou alors je suis un vendeur, un mauvais vendeur, et je vais lui dire oui, monsieur, bien sûr, monsieur, pas de problème, monsieur, signé en bas. Et puis je lui livrerai début septembre parce que de toute façon, je sais que c'est impossible de lui livrer le 1er juillet. Ou alors, je suis un bon vendeur et je lui dis aujourd'hui, on est le 27 mai, votre piscine, vous la voulez pour le 1er juillet, ok, on est d'accord sur tout le reste, sauf sur ça, parce que ça, c'est pas possible. Par contre, le 1er août, c'est possible. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, ça permet de rentrer dans une discussion pour permettre d'enchaîner sur les prochaines étapes. Alors, pourquoi c'est important d'enchaîner sur les prochaines étapes? C'est parce que c'est la vente qui est comme ça. Si vous n'enchaînez pas sur les étapes d'après, en fait, et que vous vous arrêtez à ça va vous coûter tant, monsieur, est-ce que vous êtes d'accord ou pas, vous n'êtes pas en train de conclure la vente. Vous êtes en train d'attendre que le gars il vous dise c'est vert ou c'est rouge, c'est oui ou c'est non. Quand vous êtes dans le fait de le projeter et de lui dire pour vous accompagner sur votre projet, voilà comment on va procéder, et là on a un caillou dans la chaussure parce que le délai est trop court, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, vous êtes en train d'acheter du consentement sur un truc qu'il n'a pas encore acheté. Donc lui, dans sa tête, il est déjà dans je vais bosser avec ces gars-là et on va essayer de régler ce problème-là. Donc vous l'avez déjà en fait amené à l'acte de vente et vous l'avez déjà projeté sur la suite. Et ça, c'est super important, quel que soit le business dans lequel vous êtes. Alors, quand vous faites de la grande distribution ou quand vous êtes sur de la commodité et sur du réengagement du client, c'est peut-être un peu plus compliqué à trouver. Mais
il y a des choses il y a beaucoup de révolutions en ce moment dans le retail qui permettent d'avancer sur ces questions-là. Et puis, je voulais terminer par deux citations. Une citation d'un grand monsieur qui s'appelle Winston Churchill et qui dit qu'un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, alors qu'un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Et c'est tout le sens de la période. Alors, je ne suis pas Startup Nation à fond, etc. Il y a beaucoup de choses qui doivent être changées dans notre façon de faire et amendées. Ben, c'est peut-être le moment d'en profiter et le moment de pouvoir avoir un peu de poids et de pouvoir insister là-dessus. Et en général, dans l'équipe dans laquelle je suis, quand on termine une présentation, on met toujours les quelques trucs à retenir. Et c'est les 3 livrables que je veux vous donner. On est dans une situation où on est complètement décorrélé du toucher, de la vue et de tous les sens qu'on peut avoir pour permettre de comprendre le client. Donc, il faut créer de l'intimité. Et pour créer de l'intimité, il faut obligatoirement obtenir du contexte. Il faut obligatoirement obtenir du temps de sa part. Et avec les problématiques d'éloignement, de technologie, de tout ce que vous voudrez, eh ben, c'est un bon moyen de créer cette intimité. Le deuxième truc important, c'est l'empathie. Si vous ne comprenez pas la situation du client et ce qui change chez lui et chez vous, vous ne pourrez pas créer de l'adhésion. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Et la troisième chose, c'est la percussion. Plus votre présentation sera courte, alors je ne vous dis pas de faire un truc de 5 minutes sur un gros sujet, mais plus votre présentation sera courte et plus vous aurez bien modélisé dans la présentation tout le parcours et notamment les phases d'engagement que vous avez après pour le client et tout ce que vous devez lever comme question, plus vous allez obtenir une discussion riche et ouverte. Et c'est souvent le problème en soutenance. Soutenance, ça se termine, on pose 3 questions et à la fin on dit « Messieurs, merci beaucoup, on vous rappelle un jour ou l'autre ». Et voilà. Donc ces 3 choses-là, c'est les 3 choses à retenir. Et puis je vais m'arrêter là et en tout cas, je vous remercie de votre temps. Merci Emmanuel. Les premières questions ont commencé à arriver donc sur le chat. Je vais donc te poser la première. Est-ce que l'entreprise dans laquelle vous travaillez a identifié des solutions alternatives à mettre en œuvre durant cette période sanitaire complexe? Alors, chez Salesforce, oui. C'est-à-dire qu'on a eu très vite d'abord, on a eu, c'est une boîte qui prend soin de ses salariés, ce qui est pas un mal. Donc, on a eu très très vite toutes les procédures pour pouvoir dire on est bien, on n'est pas bien, on a des problématiques dans notre famille ou pas, etc. pour pouvoir faire en sorte de gérer notre présence au travail et la qualité du travail qu'on peut fournir. Ça, c'est un premier aspect et c'est bien. Le deuxième aspect, c'est lié à toute l'activité et à la façon de travailler. En nous faisant remplir un formulaire tout bête en disant est-ce que vous avez des enfants à charge, est-ce que vous préparez les repas, est-ce que vous avez des personnes malades autour de vous, pour permettre de savoir quel est le temps sur lesquels on pouvait être efficace au travail. Et puis derrière, en fonction des réponses, on nous a proposé de participer à tout un tas de webinars en interne pour savoir comment on devait gérer la situation au niveau business et qu'est-ce que ça voulait dire en termes d'incertitude sur les deals en cours, l'atteinte du chiffre d'affaires, etc., etc. Donc ça a été fait de manière très complète. Et moi, j'ai pu participer justement à des sessions et à des ateliers en tant que fournisseur de contenu, entre guillemets, sur toute la partie comment on fait des soutenances à distance. Deuxième question, certainement d'une étudiante, je l'imagine, ou de son enseignante. Voyez-vous un intérêt à se filmer devant un écran sur lequel défile la présentation dans le cas d'une soutenance d'examen? Oui, oui, parce que on ne fait jamais assez de répétitions. Richard, je t'interpelle, mais c'est un peu ce qui nous tuait les uns et les autres quand on voyait les étudiants préparer des soutenances ou préparer des études de cas. C'est qu'en gros, ils passent 85% du temps à travailler sur le fichier Excel et sur les données. Ils passent 10% du temps à faire une présentation et 5% du temps à la répéter. Ah ben non, en fait, ils ne la répètent pas. Et puis, ils vont comme ça faire un livrable devant une audience où ils se disent non, mais ça, c'est à toi, non, mais ça, c'est à toi, etc. Donc, oui, il faut absolument vous mettre en situation parce que c'est la répétition, la répétition, la répétition, la répétition et la répétition
et la répétition qui va faire que vous allez pouvoir vous sentir à l'aise, maîtriser votre temps, maîtriser votre ton et maîtriser la qualité du message que vous faites passer. Quel logiciel conseillez-vous d'utiliser pour réaliser ces slides de réunion ou de cours? Qu'en est-il de Prezi? Alors, Prezi, je le mets en dernier du dernier du dernier. Parce que Prezi, j'ai été bêta-testeur de Prezi il y a 7, 8 ans, 10 ans, je ne sais plus, parce que ça révolutionnait la façon dont on faisait les présentations. C'était génial. Bon, le truc, c'est que moi, j'ai arrêté d'utiliser Prezi le jour où j'ai fait une présentation avec Prezi dans un amphithéâtre sur un écran qui faisait à peu près 18 mètres de diagonale. J'ai cru que tout le monde allait vomir. Et en plus, Prezi, le problème, c'est qu'on est exactement dans le principe de la présentation avec les animations. Vous ne savez pas ce que les gens voient en face. Vous ne savez pas quelle est la qualité de leur connexion et ce qu'ils vont et en face de quoi ils vont se trouver. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Un des outils qui marche le mieux, à mon sens, c'est un de ceux que j'utilise et pourtant je suis plutôt, à cause de mon parcours fan des produits Apple, je le confesse, pour le coup. Là, j'utilise un produit Google et c'est Google Slide parce que ça permet deux choses. La première, c'est de pouvoir partager la présentation rapidement et pourquoi pas de travailler à plusieurs. Et puis aussi d'avoir des retours. Il y a tout un système qui permet de pouvoir faire des commentaires, inviter des gens, etc. C'est ce que j'ai fait quand j'ai préparé ma présentation. J'ai invité Richard à jeter un coup d'œil sur mes slides et à avoir un retour sur ce que j'étais en train de faire. Et cet outil-là, c'est un outil qui est hyper simple, hyper robuste. Vous avez des thèmes à foison et vous pouvez faire des trucs très jolis très vite et les diffuser de manière très simple et très rapide, quel que soit l'outil de visioconférence que vous utilisez. Quid des sous-titres pour les personnes souffrant de handicap? Alors, c'est une excellente question. Il vaut mieux le faire, il vaut mieux avoir. Alors, je vais redire le truc correctement. Il y a deux outils, parce qu'en préparant, j'ai cherché des infos là-dessus, sur le fait d'avoir du sous-titrage automatique. Alors, il y a deux outils professionnels qui permettent de le faire, mais ça coûte très cher et c'est encore pas excellent. Et il y a des outils de visio, je crois que Zoom propose un système de. C'est Zoom ou pas propose un système de sous-titrage live. Si j'avais dû être sous-titré par Zoom, vous auriez vu qu'il y a plein d'erreurs et que c'est pas très bien parce que je parle vite, parce que je dis beaucoup de choses, je donne des exemples et qu'il faut suivre. Le problème du sous-titre, c'est que ça va amener votre discours à être très sclérosé et très peu naturel parce que il faudra vous assurer que ça ait marché et que vous n'allez pas utiliser des mots compliqués, etc. Il y a une deuxième hypothèse, c'est de faire la soutenance et de la sous-titrer vous-même. Alors oui, c'est du boulot, mais si vous vous sentez le courage et si c'est nécessaire, c'est des choses qui peuvent être faites. Ou alors, vous fournissez une présentation avec les sous-titres. Si je vous montre comment ma présentation elle est conçue, vous voyez, si vous voyez encore mon écran, je ne sais pas, oui, normalement, vous voyez en bas qu'à chaque fois, j'ai écrit en gros quel était le pitch de ce que j'avais à dire. J'ai même indiqué l'endroit où je devais cliquer sur chacun des slides. Voilà. Dans des soutenances à distance, est-il judicieux d'utiliser des outils interactifs tels que Kahoot ou Zitting pour faire participer nos interlocuteurs? Ça dépend de l'audience. C'est-à-dire, si vous êtes en train de faire une réunion avec un moment où vous devez faire un peu comment dire, un petit moment sympa, etc., c'est pas une mauvaise chose d'utiliser Kahoot ou ce genre de solution. Si vous êtes dans une phase de soutenance ou dans une phase de prise d'information, il vaut mieux utiliser un outil, par exemple comme Zoom, qui vous permet, mais Google Slide le propose aussi sur Hangout, de pouvoir lister des questions et de pouvoir voter pour les questions qui ont été posées et de pouvoir ensuite les prendre et y répondre au moment où ça va bien. Kahoot, c'est vraiment un truc hyper ludique et hyper sympa, mais vous allez, nous on le teste assez régulièrement, on se retrouve toujours avec une audience qui potentiellement n'a pas installé l'application ou n'a pas cliqué sur le bon lien. Voilà. Et ça, c'est super dur de faire de la maintenance à distance.
quand on ne voit pas nos interlocuteurs, comment estimer que notre animation en visioconférence est réussie? Et ben en fait, je vais exactement répondre à ta question par un exemple. Je vais demander à tous les auditeurs qui étaient présents là de mettre une note de 1 à 10, allez, de 1 à 5, 0 étant super pourri, vous vous êtes ennuyé et normalement vous êtes déjà parti. 1, bah, c'est pas terrible, et 5, c'est bon. Et je vais vous demander là, dans la minute qui vient, de me dire ce que vous avez pensé en donnant une note, un peu comme l'école des fans à l'époque pour les plus vieux, en donnant une note pour savoir si le contrat est rempli et si j'ai bien répondu ou en tout cas, je vous ai bien vendu mon sujet de réussir les soutenances en distanciel. Mais en tout cas, cette adhésion, moi, je ne peux pas l'estimer. Donc, je suis obligé de la demander et je vous demande de prendre le petit truc qui est dispo directement dans les questions-réponses pour pouvoir noter. Il y a déjà 6 personnes qui l'ont fait, 7. Allez, 8. Merci. Voilà. Et ça augmente gentiment. Donc, visiblement, il y a de l'interaction qui se fait à travers l'outil. Pensez-vous qu'il y aura une prise de conscience du changement de paradigme qui va s'opérer dans le futur proche? Alors, c'est déjà fait. C'est-à-dire quand on voit toutes les sociétés qui commencent à se dire combien me coûte mon siège social aussi, au fait, combien me coûte le nombre de voitures, combien me coûtent les parkings, combien me coûtent les notes de frais, etc., etc., et combien me coûte d'équiper un salarié correctement pour qu'il puisse travailler à distance. Là, on est exactement dans le fond du problème. C'est-à-dire qu'il y a énormément de boîtes qui vont se dire j'ai un siège social avec 200 places, même s'il y a 800 personnes, et aux autres, et commencer par les volontaires, je vais donner un ticket de 1000, 1500 euros pour s'aménager un bureau ou de s'aménager un bureau à 3 ou 4 très proche du travail, enfin très proche du domicile, pour permettre de travailler autrement. Et ce truc-là, il commence vraiment à prendre de l'ampleur. Nous, on le voit chez tous les clients. Et je le vois d'abord dans notre société, puisque les bureaux sont fermés jusqu'en septembre. Et en plus, on nous propose des changements de contrat de travail pour ne plus être attaché à un bureau, ce qui est quand même une notification forte. Si demain, je veux m'installer dans le Larzac et avoir une connexion Internet, ça veut dire que je peux bosser de n'importe où. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur. Alors, je suis d'accord, ça touche une toute petite proportion des salariés, ceux qui ont la possibilité de travailler juste avec un ordinateur et un téléphone. Ça veut dire pas le gars de chez Renault, pas l'ouvrier sur la chaîne de chez Renault, on est bien d'accord. Quel conseil donneriez-vous pour rechercher son alternance en période où les entreprises ont d'autres priorités et souvent peu de visibilité? De trouver les bons sujets. C'est-à-dire que si vous allez, j'ai eu l'exemple il n'y a pas très longtemps chez EDF pour la direction de l'emploi de Lyon, avec quelqu'un qui a obtenu une alternance pour parler des sujets d'organisation du distanciel et de tous les sujets RSE, santé au travail, etc. Donc, si vous êtes dans un cursus qui est plutôt un peu tourné RH, si vous arrivez avec en gros un petit paquet en disant moi je ferais bien de l'alternance chez vous pour aider ou apporter des solutions pour aider les gens à travailler à distance et faire du support aux personnes qui ont besoin de travailler à distance, il y a peu de chances qu'on vous claque la porte au nez, même virtuelle. Ok, on arrive à midi, donc je vous propose qu'on en arrête là. Pour ton information, tu as reçu 14 notes de 5, Ouais. 3, 4, une note à 3,5, une note à 3, et tu as quand même réussi à avoir une note à 9. Voilà. Ok, il y a quelqu'un qui a été super rapide. Ok, merci à tous en tout cas pour votre présence, même si je ne vous ai pas vu, mais j'aurai plaisir à vous rencontrer en live une prochaine fois en tout cas. Eh bien, écoute, Emmanuel, merci à toi pour ce partage d'expérience sur la prise de parole en distanciel et ce qu'on a appelé à une époque l'art de la slidologie. Merci également à vous tous pour votre fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire. Vous étiez encore nombreux aujourd'hui à vous être connectés pour participer à ce webinaire. On espère que le sujet et les conseils que nous a
proposés Emmanuel vous permettront d'aborder sereinement vos prochaines soutenances ou pour les enseignants, vos prochains cours en distanciel. À l'occasion de notre prochain petit déjeuner, qui aura lieu le jeudi 4 juin à 11 h, on accueillera Patrick Vital, dirigeant de l'agence Levito, conférencier professionnel, formateur et coach en management commercial, qui interviendra sur le terme de la bienveillance comme outil commercial. Dans une période où l'émotion est présente en fonction des ressentis et des appréhensions de chacun, face à une crise de santé inédite, l'altruisme devient un outil pour réengager et pérenniser son action commerciale. Au cours de cette conférence, vous découvrirez comment mettre en œuvre des comportements efficaces qui génèrent une relation positive et durable auprès de nos clients. Et le 11 juin, nous recevrons Olivier Bataillard, ancien manager des forces spéciales, dont le sujet d'intervention sera « Manager à la lumière d'un phare éteint ». Ou formulé autrement, quelles sont les opportunités qui s'offrent à nous pour changer notre posture managériale. Bien sûr, vous recevrez, comme il est de coutume maintenant, une invitation qui vous permettra de vous inscrire à ces 2 prochains rendez-vous du club des entreprises de Grenoble. Dans l'attente de vous accueillir donc jeudi prochain, je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine et prenez soin de vous. Au revoir. Merci, au revoir.